Dans l'imaginaire collectif français, Chantal Goya est bien plus qu'une chanteuse ou une artiste. Elle est une figure quasi mythique, une fée bienveillante dont la voix douce et les mélodies enchantées ont bercé des générations d'enfants. Ses chansons, comme Bécassine, Un lapin ou Pandi Panda, résonnaient dans les chambres d'enfants, se mêlant aux rires, aux rêves et aux instants de réconfort. Sur scène, vêtue de costumes éclatants de couleurs pastel, entourée de peluches géantes et de décors féeriques, elle semblait régner sur un monde où la douleur, la peur et la tristesse n'avaient pas leur place. Mais derrière ce sourire lumineux, derrière les paillettes et les chansons joyeuses, se cachait une femme confrontée à des luttes silencieuses, le chagrin, la maladie, le rejet, et une peur qu'elle enfouissait sous des couches de velours et de tissus chatoyants. Pendant des décennies, Chantal Goya a porté un masque d'éternelle jeunesse, dissimulant des vérités plus sombres sous une façade d'innocence. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle se livre enfin, brisant l'illusion d'une étoile intouchable pour révéler une histoire profondément humaine, faite de sacrifices, de résilience et d'une quête d'identité. Chantal Goya, née Chantal de Guerre le 10 juin 1942 à Saïgon, en Indochine française, est arrivée dans un monde bouleversé par les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. L'Indochine, alors sous contrôle colonial français, vivait sous la menace constante de l'occupation japonaise. Les rues de Saïgon, autrefois marquées par une certaine opulence coloniale, étaient désormais empreintes d'une tension palpable. Les forces japonaises, qui avaient envahi le Vietnam en 1940, imposaient un climat de peur et d'instabilité. Le père de Chantal, fonctionnaire colonial, incarnait une autorité de plus en plus fragilisée par l'effondrement progressif de l'ordre colonial. Sa mère, femme au foyer, s'efforçait de maintenir une apparence de normalité pour sa famille, préparant des repas simples et veillant sur ses enfants dans une maison où les échos de la guerre se faisaient entendre. Chantal n'était qu'un nourrisson lorsque sa famille fut contrainte de fuir l'Indochine. La guerre, combinée à l'effondrement de l'administration coloniale, rendait la vie des Européens à Saïgon intenable. Les deux guerres entreprirent un voyage périlleux pour rejoindre la France, un pays encore marqué par les stigmates de l'occupation nazie et les défis de la reconstruction. Ce retour en métropole, loin d'être un refuge paisible, plongea la famille dans une nouvelle forme d'incertitude. Ils s'installèrent d'abord dans le petit village de Dreux, en Eure-et-Loir, avant de déménager à Poissy, en Île-de-France, une ville industrielle où la vie reprenait lentement après les années de guerre. La France des années 1940 et 1950, bien que libérée, portait les cicatrices d'un conflit dévastateur. Le rationnement alimentaire, les pénuries et les tensions sociales marquaient le quotidien. Dans le foyer des deux guerres, l'adaptation à cette nouvelle réalité était difficile. Le père de Chantal, habitué à une position d'autorité en Indochine, peinait à retrouver sa place dans une société postcoloniale où son statut s'était érodé. Cette perte d'identité se traduisait par une tension silencieuse au sein du foyer. Les disputes, bien que rarement exprimées ouvertement, laissaient des traces dans l'atmosphère familiale. La mère de Chantal, pilier discret, tentait de compenser en offrant à ses enfants un semblant de stabilité, mais les moyens financiers étaient limités et l'avenir incertain. Chantal, enfant sensible et réservé, grandit dans cet environnement marqué par l'instabilité et les non-dits. Elle fréquentait une école catholique où la discipline était stricte, les règles inflexibles et l'expression des émotions découragées. Les religieuses, avec leur autorité sévère, enseignaient la retenue et la conformité, des valeurs qui contrastaient avec la sensibilité débordante de la jeune fille. Pour échapper à cette rigidité, Chantal se réfugiait dans les livres. Les romans d'aventure, les récits historiques et les contes devinrent ses compagnons, lui offrant un refuge où elle pouvait explorer des mondes imaginaires loin des tensions familiales et des contraintes de l'école. Elle se découvrit une passion pour l'écriture, rédigeant des poèmes et des histoires dans un carnet qu'elle gardait précieusement. Ces moments d'évasion étaient ses seuls instants de liberté, où elle pouvait donner voix à ses pensées et à ses rêves. À l'école, Chantal excellait en littérature et en histoire, deux matières qui nourrissaient son imagination et sa curiosité pour le monde. Elle était fascinée par le pouvoir des récits, par la capacité des mots à capturer des vérités humaines et à transcender les frontières. Son rêve, déjà bien défini à l'adolescence, n'était pas de devenir une star ou une artiste, mais une reporter de guerre. Elle s'imaginait parcourir le monde, stylo à la main, pour documenter les réalités des conflits et donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. « J'aimais observer, écouter, comprendre », confiera-t-elle des décennies plus tard dans une interview. Cette ambition, ancrée dans une soif de vérité et d'authenticité, contrastait radicalement avec la voie que le destin lui réserverait. Après avoir obtenu son baccalauréat, Chantal s'inscrivit à la Sorbonne pour étudier la littérature et les sciences politiques.
Paris, au début des années 1960, était un creuset d'idées nouvelles et d'énergie créative. La nouvelle vague redéfinissait le cinéma, les existentialistes débattaient dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, et les étudiants se rassemblaient pour discuter de politique, d'art et de révolution. Les rues vibraient d'une effervescence intellectuelle, marquée par les prémices des bouleversements sociaux qui culmineraient en mai 1968. Chantal, bien que plongée dans ce tourbillon, restait fidèle à son tempérament discret. Elle observait, carnet à la main, prenant des notes sur les conversations animées et les idées radicales qui circulaient autour d'elle. Contrairement à ses camarades, elle ne se laissait pas emporter par le tumulte. Elle préférait rester en retrait, une observatrice silencieuse, captivée par le monde mais réticente à s'y engager pleinement. C'est dans ce contexte vibrant qu'elle rencontra Jean-Jacques Debout en 1964. Musicien talentueux, extraverti et débordant d'ambition, Debout était déjà une figure montante dans le milieu de la pop française. Il avait collaboré avec des stars comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, et son énergie théâtrale contrastait avec la réserve de Chantal. Fasciné par son élégance fragile et sa présence discrète, il vit en elle un potentiel qu'elle-même ignorait. Il l'encouragea à chanter, malgré son absence totale de formation musicale et sa peur viscérale de la scène. « Je n'étais pas faite pour ça », dira-t-elle plus tard, se remémorant les tremblements qui la saisissaient à l'idée de se produire en public. La perspective de chanter devant un public la terrifiait, mais l'insistance de Debout, combinée à son charisme convaincant, finit par la persuader. Chantal adopta le nom de scène Chantal Goya, un hommage au peintre espagnol Francisco Goya, dont les gravures ornaient les murs de la maison familiale. Ce choix, à la fois personnel et artistique, reflétait son attachement aux arts visuels et à leur capacité à raconter des histoires. La même année, elle fit une entrée inattendue dans le monde du cinéma en jouant dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard, un film emblématique de la nouvelle vague. Elle y incarnait Madeleine Zimmer, une chanteuse pop, un rôle qui semblait presque prophétique. Le tournage, sous la direction du cinéaste iconoclaste, fut une expérience déroutante pour Chantal. Le style improvisé et provocateur de Godard, combiné à son approche cryptique, la laissa souvent déstabilisée. Inexpérimentée et timide, elle se sentait hors de sa zone de confort, mais son détachement naturel et sa vulnérabilité donnèrent à son jeu une authenticité saisissante. Les critiques remarquèrent sa présence, et le film, devenu un classique, marqua le début de sa notoriété. Pourtant, Chantal ne se sentait pas à sa place sous les projecteurs. « Je ne voulais pas être connue », confiera-t-elle. « Je voulais juste vivre tranquillement, écrire, raconter des histoires. » En 1964, Chantal épousa Jean-Jacques Debout, et leur fils, Jean-Paul, naquit peu après. Leur fille, Clarisse, vint au monde en 1968. Alors que sa famille s'agrandissait, sa carrière prenait une ampleur qu'elle n'avait jamais anticipée. Chantal n'avait jamais cherché la célébrité. Son rêve était de rester dans l'ombre, peut-être derrière une caméra ou un carnet, mais certainement pas sous les feux de la rampe. Pourtant, le destin en décida autrement. Ses premières chansons pop, comme C'est bien Bernard ou Une écharpe, une rose, attirèrent une attention modérée, mais elles restaient éclipsées par les stars yéyés plus glamour de l'époque, comme Sylvie Vartan ou France Gall. Sa carrière cinématographique, bien que lancée avec éclat par Masculin-Féminin, ne connut pas le succès escompté. Au milieu des années 1970, Chantal était une mère de 2 enfants, une épouse, et une artiste en quête de sa véritable voix. Tout changea en 1975, lors d'un événement fortuit qui bouleversa sa vie. Une émission télévisée en direct, initialement prévue avec Brigitte Bardot, fut bouleversée par l'annulation de dernière minute de l'icône. Les producteurs, en panique, firent appel à Chantal Goya, alors connue pour ses modestes chansons pop et son rôle dans le film de Godard. Sans préparation, elle monta sur scène pour interpréter Adieu les jolis foulards, une ballade douce amère sur la séparation et le retour d'un voyage. La simplicité de la mélodie, combinée à la sincérité de sa performance, toucha le public en plein cœur. Les lignes téléphoniques de la chaîne s'emballèrent, les spectateurs, parents comme enfants, furent bouleversés. En une seule nuit, Chantal Goya devint une figure incontournable, une voix qui parlait directement à l'âme des enfants. Ce succès, presque accidentel, redéfinit sa carrière. Elle n'était plus une chanteuse pop parmi d'autres, ni une actrice occasionnelle. Elle devint une icône pour les enfants, une sorte de fée maternelle dont la voix et les chansons incarnaient l'innocence et la magie. Jean-Jacques Debout, visionnaire, comprit que ce moment marquait un tournant. Ensemble, ils entreprirent de créer un univers musical unique, mêlant théâtre, contes de fées et rêverie.
À partir de 1978, leurs spectacles, comme La Forêt Magique, devinrent des productions spectaculaires, avec des décors somptueux, des costumes élaborés, et des personnages inoubliables, Marie-Rose, Bécassine, Pandipanda. Ces spectacles, conçus comme des voyages dans un monde enchanté, captivèrent des générations entières. Pour le public, Chantal Goya était une figure immuable, toujours souriante, toujours douce, toujours prête à transporter les enfants dans un monde de merveilles. Les salles se remplissaient, les billets se vendaient en un clin d'œil, et les écoles entières venaient assister à ces représentations. Mais ce rôle, bien qu'adoré, devint une prison. Dans les années 1980, les spectacles s'intensifièrent, remplissant des salles comme le Palais des Congrès à Paris. Les productions devenaient de plus en plus ambitieuses, avec des décors massifs pesant des tonnes, des costumes cousus à la main, et des répétitions interminables. Chantal, souvent en scène plusieurs fois par jour, enchaînait les performances malgré la fatigue physique et émotionnelle. Les costumes, bien que magnifiques, étaient lourds et inconfortables. Les journées de travail s'étiraient sur des heures, entre les répétitions, le maquillage et les représentations. En coulisses, la réalité était loin de l'éclat des projecteurs. Je disparaissais, confiera-t-elle plus tard, décrivant comment la femme derrière le personnage s'effaçait peu à peu sous les couches de tissu pastel et de papier mâché. La pression d'incarner une figure d'innocence permanente était écrasante. Chantal, alors dans la trentaine, jonglait entre ses responsabilités de mère, d'épouse et d'artiste. Elle n'avait pas le droit de montrer sa fatigue, sa frustration ou sa douleur. Les enfants comptaient sur elle et l'industrie attendait d'elle une perfection constante. Les médias la surnommaient « la chanteuse pour enfants », un titre qui, bien que flatteur, la réduisait à un rôle unique. On attendait d'elle qu'elle reste figée dans une éternelle jeunesse, une fée intemporelle incapable de colère ou de faiblesse. Cette exigence, combinée aux défis de sa vie personnelle, commença à laisser des traces. Alors que les spectacles de Chantal et Jean-Jacques Debout connaissaient un succès phénoménal, leur vie privée se fissurait. Leur mariage, à la fois un partenariat créatif et une union personnelle, était soumis à des tensions croissantes. Les productions, bien que populaires, étaient coûteuses. Les décors somptueux, les équipes nombreuses et les tournées incessantes engouffraient des fortunes. Des erreurs de gestion financière, combinées à l'évolution des goûts du public, commencèrent à peser sur le couple. Chantal, bien que réticente, se retrouva à assumer des responsabilités administratives, signant des contrats, supervisant la logistique, et gérant les crises pour maintenir leur entreprise à flot. Ces tâches, loin de ses rêves de journalisme ou de création artistique, ajoutaient un poids supplémentaire à ses épaules. Puis vint un coup dur. Jean-Jacques fut diagnostiqué avec un cancer de la prostate dans les années 1990. La nouvelle, livrée dans un cadre médical froid, bouleversa leur monde. Les traitements, faits de radiothérapie, d'hospitalisation et de rechute, furent éprouvants. Jean-Jacques, autrefois débordant d'énergie et de créativité, s'enfonça dans une dépression profonde. L'homme qui remplissait les pièces de chansons et d'idées fantasques devint méconnaissable, replié sur lui-même. Il cessa d'écrire, de parler, de rêver. Chantal, malgré sa propre fatigue, devint son pilier. Elle l'accompagnait à chaque rendez-vous, restait à son chevet pendant d'interminables heures de silence, cuisinait des plats qu'il refusait souvent de manger. « Je l'ai kidnappé », dira-t-elle plus tard avec un sourire triste, évoquant comment elle l'avait arraché au désespoir avec une détermination silencieuse. Pendant ce temps, elle continuait de se produire, chantant Allons chanter avec Mickey ou Bécassine devant des salles combles, toujours en costume, toujours souriante. Personne ne voyait les larmes qu'elle retenait en coulisses, ni la solitude qui l'attendait chez elle. Ses enfants, désormais adultes, avaient pris leur envol, et la maison semblait plus vide que jamais. La scène devint son refuge, le seul endroit où elle pouvait encore exister, où les applaudissements couvraient le silence de sa vie privée. Mais même sur scène, la fatigue commençait à se faire sentir. Sa voix, autrefois claire et légère, portait des fêlures imperceptibles. Son corps, soumis à des années de performances intensives, montrait des signes d'épuisement. Pourtant, elle continuait, non par amour de la célébrité, mais parce qu'elle comprenait ce que ses chansons représentaient pour les enfants. Elle se souvenait de sa propre enfance, marquée par l'incertitude, et s'était juré qu'aucun enfant dans son public ne se sentirait jamais abandonné. À un âge où la plupart des artistes auraient choisi la retraite, Chantal Goya fit un choix audacieux, elle remonta sur scène. Sa tournée de 2023 à 2026, présentée comme une célébration de son univers, ramena à la vie les personnages qui avaient enchanté des générations, Marie-Rose, Pandipanda, le lapin.
Les salles se remplissaient à nouveau, non seulement d'enfants, mais aussi d'adultes qui avaient grandi avec ces chansons et qui venaient désormais avec leurs propres enfants. Cette tournée, annoncée comme une renaissance, était bien plus qu'un spectacle. Elle était une affirmation de la résilience de Chantal, une preuve qu'elle refusait de s'effacer, même face au temps et à la douleur. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Chantal, désormais octogénaire, ne cachait plus les marques du temps. Ses mouvements étaient plus lents, son pas moins assuré. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en 2023, elle confia avec une honnêteté désarmante. « Parfois, j'ai des problèmes d'équilibre. Mais panda et lapin m'aident à marcher. » Ces mots, dits avec un sourire, révélaient une vérité poignante. La femme qui avait créé ces personnages s'appuyait désormais sur eux pour avancer, littéralement et métaphoriquement. Les rôles s'étaient inversés. Les marionnettes et les costumes, autrefois symboles de sa créativité, étaient devenus ses soutiens dans un corps marqué par les années. Le public, composé d'anciens enfants devenus adultes et de leurs propres enfants, ne venait pas seulement pour revivre des souvenirs. Il venait rendre hommage à une femme qui avait illuminé leur enfance, tout en portant un fardeau qu'ils n'avaient jamais vu. Les larmes dans les salles n'étaient pas seulement de nostalgie, mais de reconnaissance pour une artiste qui, malgré tout, continuait. Chantal ne chantait plus seulement pour les enfants, mais pour elle-même, pour se rappeler qu'elle existait encore, au-delà du personnage. Les applaudissements, qu'elle avait autrefois reçus comme une validation de son rôle, devinrent une forme d'oxygène, un rappel qu'elle comptait toujours, non pas comme une icône, mais comme une femme. Aujourd'hui, Chantal Goya ne cache plus rien. Elle parle ouvertement de ses luttes, de ses sacrifices, et de la douleur d'avoir été enfermée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. « J'étais juste une fille qui voulait écrire », confie-t-elle dans une récente interview. Mais je suis devenue l'idée que tout le monde se faisait du bonheur, et je ne savais pas comment dire non. Même les controverses, comme ses prises de position politique en faveur de candidats conservateurs, l'ont blessée. Les critiques, qui la traitaient de démodée ou d'hypocrite, l'ont profondément marquée, mais elle a toujours répondu avec dignité, refusant l'amertume. Elle s'est repliée dans son univers, dans ses costumes, dans ses chansons, comme pour se protéger du monde extérieur. Son héritage est double, celui d'une fée qui a offert des souvenirs magiques à des millions d'enfants, et celui d'une femme qui a sacrifié une partie d'elle-même pour maintenir cette magie. Chantal Goya ne demande qu'une chose, être vue, non pas comme un personnage, mais comme une personne. Une femme qui, malgré le poids des années, des épreuves et des attentes, a continué à chanter, à rêver et à porter la lumière pour les autres. À plus de 80 ans, elle monte encore sur scène, non par nostalgie ou par obligation, mais parce que la scène est son sanctuaire, l'endroit où elle peut être entendue, vue et aimée pour ce qu'elle est. Chantal Goya n'est pas seulement une artiste. Elle est un symbole de la résilience, de la capacité à transformer la douleur en beauté, à offrir de la joie même lorsque le cœur est lourd. Ses chansons, ses spectacles, ses personnages ont marqué des générations, mais c'est son humanité, révélée dans ses confidences récentes, qui touche le plus. Elle nous rappelle que derrière chaque sourire, chaque costume, chaque note, il y a une histoire, un combat, une vérité. Si vous avez grandi avec les chansons de Chantal Goya, prenez un moment pour partager vos souvenirs. Quelle chanson vous a marqué? Quel spectacle vous a fait rêver? Et si vous découvrez son histoire pour la première fois, écoutez une de ses chansons, regardez un de ses spectacles, et laissez-vous emporter par la magie qu'elle a créée, malgré tout.